Bienvenue dans Génération République. Chaque mois, Génération République s'efforce de réconcilier notre jeunesse et notre République, ses institutions et toutes les questions qui se posent dans notre société d'aujourd'hui. Et pour ce deuxième numéro, eh bien, nous allons parler d'une nouvelle institution, la police. Et aujourd'hui, c'est le lycée Paul Lapie de Courbevoie qui nous accueille. Ce lycée date de 1930 et a connu quelques élèves devenus par la suite célèbres. Louis de Funès, Isabelle Adjani ou Jean-Pierre Daroussin. Et parmi les 1200 lycéens de cet établissement, eh bien, c'est une classe de terminale littéraire qui va discuter avec nous de la police, de cette institution, de son fonctionnement, son rôle, ses missions, mais aussi pour nous livrer leur ressenti par rapport à ces policiers à la fois si proches et si lointains. Nous pourrons d'ailleurs échanger avec un ancien flic de la PJ devenu scénariste. C'est Michel Alexandre qui a coécrit L627 avec Bertrand Tavernier ou Le Cousin avec Alain Corneau. Allez, immersion. Eh bien, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de m'accueillir dans cette classe. On est où ici? On est au CDI, c'est ça? Oui. Vous venez souvent au CDI? Pas souvent. Bon, ben, c'est une occasion pour s'y retrouver. On va parler de la police, de l'institution de la police. Mais on va peut-être d'abord, avant de parler de l'institution, parler de l'image un peu de la police. Vous avez plutôt une bonne ou une mauvaise image? Oui, Fanta? Oui, une bonne image. Oui, c'est-à-dire? Dans le sens où ils font bien leur travail. Enfin, pour la plupart, ils font bien leur travail parce que quand je sors de chez moi, je sais que je suis en sécurité et qu'il ne va rien m'arriver. Moi, dans mon cas, je pense que ces derniers temps, l'image de la police, elle est assez peu reluisante, à travers les différents scandales qu'il y a eu. Et l'image qu'on donne, des policiers dans les médias. Donc c'est pas forcément leur travail qui est en cause, c'est plus l'image qu'on en donne selon toi. Voilà. Au travers du cinéma ou des séries, est-ce que vous avez l'impression que ça donne une image particulière des policiers, en général Marie-France par exemple? Les séries, ça donne plutôt une bonne image de la police. Parce que dans la plupart des séries américaines, on voit ils réussissent toujours à retrouver les assassins. Enfin, Horatio Caine. Je connais pas. Les experts. Ah, les experts. C'est le policier parfait. Le policier parfait. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi le policier parfait? Il sait gérer son équipe. Enfin, il a une équipe de choc. Il trouve toujours les bandits. Les loupards et tout ça, il arrive à les débusquer, enfin, il réussit tout, quoi. C'est encore mieux que Colombo. Lui, il a une arme en plus. Il n'a pas le temps. Et la différence avec Colombo, c'est qu'il n'a pas besoin de réfléchir plus longtemps. Oui, voilà. Colombo, il avait besoin de dire ma femme, tout ça. Oui. Il y a le film Police aussi qui est sorti récemment. Le film de Police de Maïwenn. Oui, quand je suis sortie, j'étais vraiment impressionnée et j'ai un peu repensé à l'image que j'avais de la police. Ils ont pu faire un film vraiment dans lequel on voit la force qu'ils ont. Ça, on le voit pas par contre dans la vraie vie. On voit l'affiche au moment où tu parles, Clara, de police. Il y a un autre film aussi, c'est L627. C'était un film aussi qui montrait le quotidien des policiers. C'était en 1992. Et en fait, on a avec nous le scénariste de ce film, c'est Michel Alexandre. D'ailleurs, j'ai envie de vous poser une question tout de suite. Michel Alexandre, quand vous avez écrit L627, le fait de faire un film, ça permet justement d'essayer de comprendre un petit peu l'envers du décor, mieux comprendre ce que c'est que d'être policier, de montrer des films documentaires comme celui-là. Ah mais tout à fait, c'est vrai qu'on est passé d'une dramaturgie à l'américaine avec le héros qui combat tous les méchants et qui gagne à chaque fois, en montrant d'abord que la police c'est pas un héros, c'est souvent un groupe. Les policiers sont des fonctionnaires et malheureusement avec peu de moyens. Et avec peu de moyens, il faut avoir des résultats, à savoir il faut interpeller des malfaiteurs, des trafiquants, des braqueurs de banque, de bijouterie. Et c'est pas évident. Et je voulais montrer tout ça dans un film au jour le jour. C'est important pour vous de savoir que les policiers ont du sentiment? Oui, parce que ça veut dire qu'ils peuvent nous comprendre et qu'ils peuvent en quelque sorte compatir à ce qui peut nous arriver. Quand les policiers font un contrôle de routine, ils peuvent pas avoir de la compassion, ils savent pas, ils connaissent pas notre vie non plus. Quand c'est un simple contrôle de routine, ils vont pas être gentils ou quoi. J'aimerais omettre une objection. Oui, votre honneur, je vous écoute.
Non, mais je pense qu'il ne faut pas confondre... Je peux te dire juste, on dit émettre. Et oui, émettre, Parce que ça veut dire donner, tandis Oui. qu'omettre, ça veut dire oublier. Mais si Je tu sais, veux c'est ça oublier le une pire en objection, tu peux. Non, mais c'est parce que, en fait, je pense qu'il ne faut pas confondre inhumanité et autorité. Parce qu'on peut être autoritaire tout en faisant part de compassion envers les gens et on n'a pas besoin d'être froid ou méchant pour être autoritaire. Je suis complètement d'accord. Clara ? Je suis complètement d'accord. Ouais. Par exemple, je sais pas, il y a certains professeurs qui savent très bien appliquer ça. Avoir une part d'humanité, mais aussi savoir remettre les choses en place quand il le faut. Et être autoritaire quand il le faut. Et je pense que ça, par exemple, certains professeurs y arrivent, certains parents aussi. Et je trouve que la police n'y arrive pas vraiment. Il y a un poids de l'uniforme aussi, je pense. Qu'est-ce que tu dis, Alice ? Il y a un poids de l'uniforme. Ça change l'homme qui porte l'uniforme, tu veux dire ? Ça change l'homme. L'homme de policier doit se changer pendant son service. Peut-être qu'il doit forcer sa personnalité pour s'affirmer en tant que policier. Si on définit les missions des policiers, de la police en général, c'est l'empathie ne fait pas partie de leur mission. Non. Par contre, faire respecter l'ordre public, donc faire écho à ce que tu disais sur l'autorité, ça fait partie de leur mission. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mission ? Donc, à la fois garantir les libertés, la défense des institutions, le maintien de la paix, de l'ordre public, la protection des biens, des personnes. Bref, il y a différentes missions et on se dit que finalement, s'il n'y avait pas la police, dissuasive, répressive, s'il n'y avait pas la police, bien, sans doute, il faudrait l'inventer. Ce serait peut-être un peu le Far West s'ils n'étaient pas là pour faire respecter l'ordre. Je vais vous lancer un reportage qu'on a réalisé, un sujet. Il y a différentes forces de sécurité, on va le voir dans ce reportage. Et vous allez regarder, on parle à la fois de la gendarmerie, de la police municipale, de la police nationale. Et on va zoomer un peu sur la police nationale. Regardez. Il y a le flic qui fait rire et il y a le flic qui fait peur. Mais il est d'autres critères pour tenter de classifier les policiers. 3 forces de sécurité sont en charge de missions républicaines telles la sécurité publique, la prévention et la répression. Il y a la gendarmerie nationale, près de 100 000 personnels militaires, la sécurité civile, près de 18 000 policiers municipaux, et la police nationale. La police nationale s'appuie sur 145 000 fonctionnaires. C'est 6 000 appels 17 police secours par jour. C'est 5 millions d'interventions par an. C'est la police au quotidien. Tous ces policiers peuvent à la fois faire des actes de procédure judiciaire, c'est-à-dire des enquêtes de police judiciaire ou des enquêtes administratives. C'est une institution extrêmement centralisée, organisée sur un modèle pyramidal. On a à la tête le ministre de l'Intérieur, un directeur général de la police nationale qui a sous ses ordres 4 grandes directions. L'organisation est compliquée. Les spécialisations se sont développées au cours de l'histoire face à la professionnalisation des délinquants. Et pour retracer cette évolution de la professionnalisation de la police dans le temps, on marquera quelques dates. Le XVIIe siècle, c'est la création par Louis XIV d'une charge de lieutenant général de police de Paris. On détermine ce qu'est la fonction policière. La Troisième République, elle veut inventer une police républicaine. Le début de cette professionnalisation des policiers, eh bien, c'est à partir de cette époque-là que toutes ces structures, que tous ces principes se mettent en place. Puis, on organise progressivement l'institution avec une forme de centralisation au milieu du XXe siècle sous le régime de Vichy. Et non, la sécurité publique n'est pas fondatrice du pacte républicain, elle est une création de la collaboration et de l'occupation nazie. Le décret d'Arlan-Pétain reste une étape majeure dans l'histoire de la police française. Avec le décret d'Arlan, la police entre dans une hiérarchie nationale. Ce qui peut avoir pour effet positif d'introduire de l'uniformisation, pour effet négatif de couper la police des besoins du territoire. La police nationale, telle qu'elle est aujourd'hui, se met en place en 1966, date à laquelle la Sûreté nationale, la police de province, et la préfecture de Paris, la police de Paris, vont fusionner. 2 en 1, c'est plus mal. Tout le monde se sent en sécurité ici ? Oui. C'est plutôt tranquille ici. C'est plutôt tranquille ici ? Moi, par exemple, Ouais. je suis rentré chez moi à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit à Courbevoie et
Et jamais j'ai eu l'impression d'être menacé dans les rues ou quoi. Okay. Avant, par exemple, j'habitais dans le 93, à Tremblay en France. Chaque jour ou presque, il y avait un fait divers qui se passait dans la ville, quoi. Est-ce qu'il y avait plus de présence policière? Bah, moi, j'ai pu faire la différence des deux villes, et oui. Non. J'ai l'impression qu'ici, cette ville qui est plus calme, on a une présence policière plus forte. Et là-bas, alors qu'il y a eu plus de problèmes, plus de délinquance, bah, les forces de l'ordre étaient moins visibles. On dirait, Michel Alexandre, que la proportion entre les effectifs de policiers et les besoins du terrain ne sont pas toujours en parfaite adéquation ou proportionnelle. Quelle est votre lecture? D'abord, il faut dire que les polices municipales, elles sont aux ordres du maire. Donc, toutes les villes n'ont pas de police municipale. Ça, c'est important. Et ces polices municipales font de la prévention, alors que la police nationale fait de la prévention et de la répression. Alors, évidemment, et la police nationale, on le sait, les effectifs ne sont pas à la hausse. Et on a besoin que ces deux polices vont se compléter sur le terrain. Et ne jamais oublier que ces policiers en uniforme sont là pour vous protéger et, le cas échéant, en cas d'agression, pour interpeller les malfaiteurs. Voilà, ça il ne faut pas avoir peur de la police en uniforme. Ils sont quand même là pour vous protéger. La police municipale. Parlons de la police municipale. Ah, ça on connaît. Ça, vous connaissez. Ah, ça, on connaît. Alors. Non, c'est vrai, on voit souvent des voitures de police municipale tourner, mais pas au bon endroit. Si tu les vois tourner, c'est que c'est à l'endroit où tu es. Bah oui, mais... C'est quoi le bon endroit? Bah, je sais pas, là où il y a des zones à risque, entre guillemets, mais personnellement, moi, je la voyais souvent à côté de mon collège. Mais enfin, au collège, il se passait rien du tout, quoi. Donc, il y a souvent des voitures qui passent, mais c'est les endroits où il se passe jamais rien, il n'y a jamais personne dehors, devant. Mais quand tu vois, il y a quelque chose qui m'intéresse. Quand tu vois passer une voiture de police, qui patrouille, qui zone, qui essaye de voir si tout se passe bien, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu te sens du coup en sécurité parce qu'il y a une voiture de police qui passe? Ou est-ce que tu as l'impression que du coup, tu fais attention à ce que tu fais de peur d'avoir fait une bêtise? Non, pas spécialement, parce que personnellement, j'ai rien à me reprocher. Donc, en l'occurrence, il y a une voiture de police qui passe. Bon, ils passent et voilà, ils font leur patrouille. Moi, en l'occurrence, je suis citoyen lambda, je passe. Bon, bah voilà. Indifférent. Et toi, Cassandra, qu'est-ce que tu penses quand tu vois passer une voiture de police? Pourquoi ça vous fait rire? Non, je suis pas très rassurée, en fait. Non? Non. Pourquoi? Bah, s'il se trouvait que j'ai quelque chose sur moi, ou... T'as l'impression que la police, elle peut être là pour te protéger aussi, ou finalement pour te fliquer, toi? Plus pour me fliquer. C'est de leur fait ou c'est du tien? C'est du mien. Parce qu'on n'a pas à avoir certaines choses ou quoi que ce soit, mais d'un autre côté, ils sont dans leurs droits. Et malgré ça, tu as l'impression que c'est important qu'il y ait une présence policière? Oui, quand même. Pourquoi? Bah, par exemple, je me suis fait voler mon scooter il y a 2 jours. Et pour moi, c'est important qu'il y ait une présence policière. Enfin, voilà, ça n'a pas empêché qu'on te le vole, quoi. Non, mais j'ai pu aller porter plainte et si jamais ils le retrouvent, voilà, tant mieux pour moi. Je voudrais maintenant, si vous voulez bien, que vous regardiez attentivement le deuxième reportage de ce programme où on va parler de différentes politiques dictées par les ministères de l'Intérieur. Dans les régimes démocratiques, la police a été mise en place pour protéger les institutions des citoyens des citoyens et les citoyens des institutions aussi d'ailleurs. Mais comment à la fois contrôler les gens tout en répondant à leurs attentes? Un ministre de l'Intérieur hésite toujours à dire qu'il veut construire une police humaine, de contact avec le citoyen. Il a toujours tendance à vouloir défendre une police avec une image autoritaire et répressive. Or, on sait très bien que même pour faire de la répression, il faut une police proche des citoyens. Il est clair qu'avec le ministre de l'Intérieur actuel, on est toujours dans la même image d'un ministre de l'Intérieur qui veut montrer qu'il est le chef. Les années 70 et la crise pétrolière ont donné un sentiment de fragilité, donc d'insécurité. Et depuis, le débat sur l'idéologie sécuritaire est toujours le même. Plus de répression, une police plus sévère ou plus d'échanges entre police et citoyens?
L'idée de police de proximité, comme l'idée de police communautaire au Québec, comme l'idée de police de voisinage en Angleterre, c'est l'idée selon laquelle la police professionnelle est une police qui a pu se couper de la population. Et depuis les années 80, la police a beau évoluer avec son temps et sa société, elle est aussi modelée par le pouvoir et la politique. Donc si on caricature un peu, on reste dans cette même dualité, police préventive ou police répressive. Il y a tout de même une rupture en 2002. La sécurité se place au cœur des débats de la présidentielle. Il y a eu les attentats du 11 septembre qui ont ravivé la crainte du terrorisme. Il y a eu le nombre de crimes et de délits enregistrés qui ont passé la barre des 4 millions sur l'année. Et en interne sont apparus moult dysfonctionnements. Sarkozy est nommé ministre de l'Intérieur. On a un changement de la direction politique générale. Ce qui est privilégié, c'est la police d'interpellation. Il faut faire des affaires, il faut que la police interpelle, il faut que la police augmente son taux d'élucidation. On mise alors moins sur la polyvalence universelle de chacun des fonctionnaires de police que sur la complémentarité des équipes et des unités. Désormais, la posture du policier est différente. C'est une présence plus dissuasive des actes de délinquance. Qu'est-ce que vous avez retenu? Que le montage était très bien fait. Beau montage, merci beaucoup. Michel Alexandre, vous dites vous aussi qu'il y a un avant et un après 2002? Non, personnellement, je dis pas ça, parce qu'en fait, il y a des effets d'annonce des ministres, quels qu'ils soient, de droite ou de gauche, en disant on va être plus dur, on va être plus répressif. Mais en fait, je vais vous dire, tant que le nombre de places en prison ne bougera pas, on va pas être plus répressif, parce que pour être répressif, il faut vraiment sanctionner, mettre en prison, et c'est pas le cas. Vous êtes d'accord avec ce que dit Michel Alexandre quand on voit les différents ministres de l'Intérieur sur les orientations de politique qu'il doit y avoir, il faut être plus répressif, est-ce qu'on ressent au quotidien, est-ce que vous voyez des différences au fur et à mesure des visages des hommes politiques qui changent? Je sais pas, pour 2002, j'étais encore, je sais pas, je devais avoir... J'avais 8 ans, donc bon, pour savoir ce que les politiciens disaient sur la police, franchement, je m'intéressais pas trop. Par exemple, quand on voit ce que Manuel Valls a fait avec la BAC de Marseille, je trouve que quand même, il y a des liens. On n'en parle pas beaucoup, mais il peut y en avoir quand même. Le lien que tu exprimes, c'est quoi? Qu'ils soient allés sur le terrain? Voilà. Parce qu'on voit qu'il en parle, mais il voit aussi ce qui se passe vraiment. Parce que des fois, on a l'impression que les politiciens parlent, mais qu'ils ne savent pas vraiment ce qui se passe sur place. Michel Alexandre. Oui, ils se déplacent sur le terrain. Mais bon, je dirais que sur le terrain, on a les préfets, on a les commissaires de police, on remonte l'information. Tout ce que peut être dit par un homme politique, quel qu'il soit, là je ne fais pas de politique, à droite ou à gauche, ça pourrait être dit depuis le ministère. Les flics se foutent de la politique, ils font leur boulot, et ça, il faut vraiment le dire. Ils sont là pour vous protéger, et non pas pour faire de la politique. En même temps, ils suivent les directives quand même d'une sorte de hiérarchie, si je comprends bien. Par exemple, on revient à 2002, sous Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, il y a eu quand même, si je ne me trompe pas, 17 lois sécuritaires pendant son mandat. Donc on est quand même dans une orientation et sur le terrain, forcément, les policiers doivent suivre. Alors oui, ça ce sont les politiques qui font les lois, donc ils peuvent faire autant de lois qu'ils veulent. Si derrière les policiers ne sont pas assez nombreux ou n'ont pas le temps d'appliquer ces lois, ça ne change pas grand-chose. Oui, enfin, Hugo. Je sais pas quand même, si on compare par exemple une politique par exemple, plus d'extrême droite, je pense que oui, ça aura par exemple une grosse influence sur les actions et les nouvelles lois, enfin tout ce que les policiers devront appliquer, etc. C'est une orientation selon toi? Oui, parce que l'idée qui prédomine dans la majorité, bah, forcément, on demandera aux policiers d'appliquer ces nouvelles je sais pas, réformes, lois. La volonté de la politique actuelle, c'est qu'il y ait soit un récépissé, soit qu'il y ait un matricule sur l'uniforme du policier. C'est-à-dire que finalement, le policier qui fait son contrôle d'identité est aussi reconnaissable en tant qu'individu. Qu'est-ce que ça t'évoque, le fait de savoir à qui tu as affaire? Par rapport aux policiers? Ouais. Bah, on n'a pas... Enfin, ça change rien. Peut-être quelque chose d'un peu plus égalitaire, non? Ça t'évoque rien? Si. Marie? Bah déjà, le fait que le policier ait son nom, ça permettrait que s'il y a une mauvaise conduite de la part du policier, on peut tout de suite le signaler. Parce que si par exemple on a un policier qui par exemple lors d'un contrôle nous agresse,
on va faire quoi? On va aller voir la police, on va dire oui, il y a un policier qui nous a agressés. Oui, mais des policiers, il y en a des centaines de milliers. On dévoile notre identité, ce qui est quelque chose d'important quand même pour une personne. On dévoile notre identité à quelqu'un qui reste en fait un anonyme. Donc on rentre un peu plus dans l'incarnation. Qu'est-ce que tu voulais dire, Adrien? Il n'est pas anonyme parce qu'il est... Je sais pas, s'il travaille, il représente... La police, ça représente quand même l'État français. Donc, Et puis le fait que le contrôle se passe mal, dans la majeure partie des cas, le contrôle il se passe très bien. Voilà. Il n'y a pas toujours de dérive, toujours de la police comme grand méchant loup. Je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on arrive à penser ensemble comment la police, le métier, l'institution peut encore évoluer, comment on la rêverait demain et vers quoi ça s'engage. Mais puisque vous adorez mes reportages, je vais vous en montrer un nouveau sur l'évolution de la police. Le flic de terrain ne sera jamais mort. Sans doute, mais son profil et ses outils évoluent avec des améliorations qui séduisent. Je crois que les évolutions les plus fortes dans la police nationale ces dernières années, c'est une évolution de la police technique et scientifique qui permet de trouver des preuves matérielles. Qu'il touche à la biologie et les techniques ADN ou à la technologie pour contrer la cybercriminalité, le progrès s'appelait, et parfois ça fait même fantasmer. Les films nous donnent des idées. On voit des choses qui sont totalement irréalisables aujourd'hui, mais ça nous donne des idées. Et je vous assure que ça nous aide à imaginer des techniques nouvelles. Mais la technique a ses limites, et si les films ont une longueur d'avance sur les vrais policiers, les criminels aussi. D'autres évolutions font peur depuis 30 ans. La vidéosurveillance, danger ou meilleur espoir pour la démocratie? Et oui, culturellement, les Français sont amoureux de liberté plus que de sécurité. Un fichier, c'est un risque. Voilà. Et donc, quand on a un risque, on crée l'équilibre entre le risque et l'intérêt de la chose. Vous avez intérêt à ce que votre agresseur, l'agresseur de vos enfants, de votre grand-mère, etc., soit retrouvé. C'est un débat assez simple. Vous souhaitez que la police fasse son travail. En même temps, comme citoyen, vous n'avez pas envie d'être suivi et contrôlé partout, tout le temps. L'idée, en général, c'est créer un dispositif qui soit suffisamment équilibré, intrusif mais pas trop. Et les Français sont-ils amoureux d'égalité plus que de sécurité? Là encore, les deux valeurs sont renvoyées dos à dos quand on parle de l'évolution vers une pluralisation des polices et la multiplication des sociétés privées. Vous avez en gros un policier privé pour 2 policiers publics. Et que ce soit dans les centres commerciaux, les cinémas, les gares ou les lotissements, certains espaces privés doivent être sécurisés. Tous les segments de la population ne peuvent pas avoir accès à cette sécurité privée. Alors là où on n'aura pas cette possibilité de se payer des vigiles, vers quoi on basculera? Entre volonté de liberté, d'égalité et sentiment d'insécurité, eh bien la sécurité se ferait son chemin et reste néanmoins un sujet bien populaire, avec de beaux jours devant elle. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous avez l'impression qu'on va vers une perte de liberté, d'égalité? On a beaucoup parlé, par exemple, de la biométrie. Oui. Donc, je pense que ça fait peur à des gens, quand on voit en Amérique, d'être fliqués tout le temps, d'avoir un casier, de savoir la couleur de nos yeux, par exemple, notre empreinte digitale. Je pense que ça fait très peur aux gens. Ils vont avoir l'impression d'être toujours contrôlés en permanence. Le fait d'être censé, c'est plutôt bien. Parce que comme ça, on nous connaît déjà. Ils savent à qui on a affaire. Et donc comme ça, quand on a un casier, on est tout de suite repéré. Alors qu'avant, un criminel, il pouvait rester des années sans être retrouvé parce qu'on n'avait rien sur lui. Parce qu'auparavant, il n'avait rien fait, par exemple. Alors que là, on aura déjà tout sur la personne. Donc toutes ces données technologiques, vous, c'est quelque chose que vous intégrez, vous trouvez plutôt normal, vous ne voyez pas forcément le danger? Mais nous, on a vécu Morgane. avec. Oui, c'est ça, Marie. Vous avez vécu avec, c'est ça, oui. Vous êtes née avec. Nos parents, nos grands-parents, ils n'ont pas connu ce système. Ils ont été vraiment au balbutiement de l'informatique. Dès notre enfance, en fait, on a commencé avec la technologie. On a évolué en même temps qu'elle. Et c'est vrai que maintenant, quand on voit certains réseaux sociaux, on s'affiche nous-mêmes. Voilà, on a moins de... Vous créez vous-même vos fichiers, quoi. Et vous voyez pas le danger. On est moins choqués par le fait qu'on puisse nous ficher
étant donné que dans un certain sens, on se fiche déjà nous-mêmes. Et donc, du coup, par exemple, il y a un autre sujet, la vidéoprotection, la vidéosurveillance. Vous trouvez que c'est quelque chose... Mais on est déjà pisté avec les portables, déjà. Ouais. On peut nous retrouver facilement, donc traçabilité des portables. Ouais. Et puis les villes les plus sécurisées, c'est quand même les villes qui ont des caméras des vidéos de surveillance partout. On prend l'exemple de Monaco, c'est tranquille, on n'a pas peur de se promener parce que c'est vraiment... Mais non, moi je suis pas d'accord. Partout, tu pars, même à Londres, il y a des vidéos partout. Oui, Ce qu'on dit souvent, c'est que oui, tu peux te faire voler quelque chose, mais tu te feras pas agresser. Alors qu'en France, on a plus peur de l'agression. Il y aura des pickpockets, mais tu te feras agresser. Et tu n'auras pas de preuve de ça. Mais c'est une atteinte à la vie privée, une vidéo. Et ça dépend, on te demande pas d'être filmé chez toi. Mais d'accord, dans la rue encore, ça passe. Tu te balades, t'as pas envie que... Enfin non, moi je suis pas d'accord avec ça. Toi, t'es pas d'accord avec quoi, Mathilde? Avec les caméras dans la rue. Je suis pas d'accord. La vidéosurveillance, c'est quelque chose qui t'oppresse? Ouais. Moi, je pense que la vidéosurveillance, ça a du bon. Parce que dans certains cas, Vous me surprenez tout ça, vas-y. Ça peut avoir que du bon pour l'enquête policière. Michel Alexandre, ça vous surprend ô combien cette génération de la République accepte toutes ces évolutions techniques? Ah mais pas du tout, ils sont nés avec, voilà, on est dans un monde où les caméras de surveillance sont partout. Dans le métro, vous avez 10 à 15 caméras minimum dans une station de métro, dans les couloirs, dans les bus maintenant. Il y a des caméras dans les bus et dans les métros qui roulent. N'oubliez pas, vous avez des caméras de circulation dans Paris. Vous avez les caméras dans tous les distributeurs de billets. Voilà. Si on met un point rouge devant chaque caméra, c'est que la capitale est couverte de caméras. Donc voilà, mais je crois qu'à partir du moment où on n'a pas fait de crime, pas de délit, on peut se promener, on fait coucou aux caméras, il n'y a pas de souci. Donc souriez, vous êtes filmé, c'est ça que tu dis, Juliette. Est-ce que du coup, la police qui se dessine là, c'est une police rêvée pour vous? La police rêvée serait quoi? La police comme on la voyait quand on était enfant. Être policier, c'était un peu le métier de rêve. Non, pour moi, la police rêvée, c'est la police de maintenant. De maintenant? Ouais, vraiment. Non, mais... Non, mais mis à part quelques bavures, mais ça, c'est... C'est inhérent à tout acte humain. Voilà, l'erreur est humaine. Je trouve qu'elle est là pour nous. Vraiment. Donc la police de demain, si c'est celle d'aujourd'hui, ça te va? Voilà. Il faudrait juste plus d'effectifs au bon endroit. Donc en gros, vous en voulez encore plus? Exactement. Non. Mieux réparti en tout cas. Réparti. Merci pour ce moment passé ensemble. Merci à vous. Ça a été vraiment intéressant de débattre déjà entre nous parce qu'on n'en parle pas tout le temps. Le sujet, bon, on s'en est bien tiré, je pense. Voilà. Et d'en parler avec un professionnel aussi. Et voilà, c'était très intéressant. C'est bien, on a pu faire un vrai débat. Surtout que là, la police, c'est vraiment un sujet qui est un peu tabou. On n'ose pas dire ce qu'on pense de la police de peur que les autres soient pas d'accord, qu'il y ait des conflits. Et au final, ça s'est très bien passé et voilà.